Écoutez, bonjour à toutes et à tous en cet après-midi estival d'octobre. Je suis Pascal Schmitter de Crédit Mutuel Investment Manager, le centre de métier de la gestion d'actifs du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Alors, on anime, on distribue, on commercialise le savoir-faire de toutes nos entités de gestion, en partant de la gestion dite plus traditionnelle ou de conviction, sur lesquelles nous sommes concernés comme incontournables, de la dette privée, du capital privé et bien évidemment aussi du produit structuré. Aujourd'hui, la gestion alternative y trouve une place de saine diversification et profite en fin de compte des recherches une performance, disons, qui est indépendante des différents mouvements de marché qui puissent la perturber. Alors, je suis particulièrement heureux de vous retrouver dans ce moment de lancement très important pour Cigogne Management. Je suis accompagné de Geoffrey Xurda, qui est directeur général de Cigogne Management. Bonjour Geoffrey. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Alors, on va essayer de vous faire partager le lancement de notre nouveau fonds à format UCITS, qui est Cigogne Credit Opportunities. Alors, dans un premier temps, on va aborder la présentation de la société de gestion et de ses spécialités. Alors, si tu veux Geoffrey, dans un premier temps, tu peux peut-être nous présenter rapidement Cigogne Management ? Oui, très bien, merci pour cette introduction Pascal. Alors, je vous ai préparé quelques slides, notamment un slide introductif. Ceux qui nous connaissent l'ont déjà vu. Simplement pour rappeler que Cigogne Management, c'est la société de gestion alternative du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Cigogne Management, ça a été créé en 2004 avec l'idée de faire profiter nos investisseurs d'un savoir-faire un petit peu historique en termes de gestion alternative. Et donc l'objectif de cette société de gestion et des fonds d'investissement, c'est de faire profiter nos clients de produits qui vont offrir une performance absolue et qui va être indépendante des grandes évolutions de marché. On a aujourd'hui à peu près 1,5 milliard d'encours sous gestion qui vont être répartis entre différentes solutions de placement. On a bien sûr des fonds alternatifs thématiques, on va le voir tout à l'heure. Également des fonds diversifiés avec notre fonds Star qui est le fonds Stork. Et également des fonds UCITS, notamment le fonds qui nous concerne aujourd'hui, le fonds Credit Opportunities. Et puis pour finir, également une gamme de produits structurés de type EMTN dans lesquels on va associer nos savoir-faire de gestion avec des garanties en capital. Écoutez, parfait, disons. Donc là, on peut peut-être rappeler aussi synthétiquement quels sont les véritables atouts de la gestion alternative. Alors, moi j'ai l'habitude de dire que la gestion alternative, c'est un complément plutôt appréciable de la gestion traditionnelle parce que, on le sait, la gestion alternative, c'est l'utilisation de techniques alternatives de gestion, c'est l'utilisation de produits dérivés, le recours à l'effet de levier, des positions short, tout un tas, je dirais, de spécificités qui permettent, de viser une performance absolue, une performance aussi qui va être résiliente dans les périodes de volatilité, dans les périodes de choc des marchés, et on le voit dans les périodes qui suivent les crises. Alors déjà, on atténue mieux que les classes d'actifs traditionnelles les crises, et en plus, on a la capacité de rebondir beaucoup plus vite que les classes d'actifs traditionnelles. Alors, on a bien compris. Maintenant, est-ce qu'on peut peut-être énoncer quelles sont les expertises sur lesquelles évolue Cigogne Management ? Oui, alors Cigogne, c'est aujourd'hui 10 spécialistes, 10 gérants qui vont intervenir sur différentes classes d'actifs, effectivement. Donc, ce sont les fonds thématiques dont je parlais tout à l'heure, avec, vous le voyez à l'écran, une première spécialité qui est l'arbitrage sur taux d'intérêt et émetteurs souverains, ce qu'on appelle l'arbitrage fixed income. Également, une de nos spécialités historiques qui est l'arbitrage de fusion-acquisition, dit M&A arbitrage. L'arbitrage d'obligations convertibles, l'arbitrage d'obligations corporate, et également l'arbitrage de produits de titrisation ou produits sécurisés, ABS, MBS, Credit Linked Notes, et également des produits structurés qui font aussi notre savoir-faire. Très bien, alors là on a vraiment une panoplie de savoir-faire assez exhaustive et même certainement technique, disons. Chacun d'entre nous n'a pas toujours la même compréhension, la même culture, mais en tout cas on est là pour acculturer un peu tout le monde à ceci. Voilà, ça c'est un peu la présentation de Cigogne Management. Ce qui nous paraissait important aussi, c'est de vous faire, comprendre et la cinématique, en fin de compte, du process d'investissement et la relation avec CIC Marché, qui est le conseil en investissement. Geoffrey, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce processus d'investissement pour que nos auditeurs comprennent bien comment les choses sont sourcées, comment elles sont calibrées, comment elles sont partagées? Oui, alors, vous savez, c'est un savoir-faire historique dont je parle régulièrement, c'est profiter de l'expertise de la banque. Et c'est un petit slide là, que je vous ai préparé et qui se résume un petit peu en
ou qui se lie en 3 colonnes. Vous avez la première colonne qui est l'identification des anomalies de marché, ce que je vais appeler le côté ingénierie de marché. Et en ce sens, bien, la banque, le CIC et son activité de marché, donc le CIC marché, agit sur cette classe d'actifs depuis plus de 30 ans et a développé, je dirais, des méthodes qualitatives de gestion et de trading et en fait bénéficier la société de gestion. Donc on est dans une relation de conseil en investissement entre les opérateurs de CIC marché et l'équipe de gestion. La deuxième, colonne, c'est, l'analyse qualitative et quantitative qui est réalisée par l'équipe de gestion, qui vont choisir d'implémenter ou non les stratégies pour le compte des investisseurs. Et puis, vous le voyez, la dernière colonne, c'est la construction de portefeuilles diversifiés. Alors, c'est un mot que je vais utiliser régulièrement dans cette présentation, mais effectivement, il y a une grande attention qui est portée sur la volatilité, la maîtrise de la volatilité, et donc ça passe forcément par une forte diversification des portefeuilles. Donc, il y a une attention vraiment particulière qui est mise sur cet accent-là. Alors, on a bien compris la valeur ajoutée. On a bien compris le processus et les relations qu'on peut qualifier peut-être, disons, de partage de conviction. Tout à fait. C'est comme ça qu'on le décrit, c'est faire profiter les clients du savoir-faire de nos opérateurs. Alors on sait par histoire, disons, puisqu'on parle quand même d'une antériorité 2004, disons, que ce partage de conviction est un élément fédérateur et assez différenciant en fin de compte de cette approche de gestion alternative. Alors, on a parlé de la présentation de la société de gestion et de ses spécialités, on a parlé du process d'investissement. Venons-en peut-être tout simplement à ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire pourquoi avoir lancé Cigon UCITS Credit Opportunities et quel est son objectif? Alors dans un premier temps, pragmatiquement, pourquoi avoir créé ce fonds UCITS? On le sait, on le voit, depuis 12 mois, il y a un vrai repricing, je dirais, de toutes les classes d'actifs de crédit. On est dans un environnement post-Covid marqué par une très forte inflation, par une remontée historique des taux. Tout ça, c'est un environnement, j'ai envie de parler d'un terrain de jeu qui est vraiment spectaculaire et qui est vraiment très intéressant pour les arbitragistes que nous sommes. Donc, clairement, il y a aujourd'hui beaucoup d'opportunités rencontrées sur les marchés financiers et particulièrement sur la classe d'actifs obligataires et les marchés du crédit au sens large. Donc, clairement, il y avait une volonté, je dirais, de conjuguer notre savoir-faire sur ces thématiques dans un nouveau format UCITS qui sera de facto accessible au plus grand nombre. Alors, quel est l'objectif de gestion, en fin de compte, de Cigon UCITS Credit Opportunities? Alors, j'en ai déjà parlé, on va rester effectivement sur la thématique qui est la nôtre, c'est d'aller chercher un rendement régulier dans une approche qui va être une approche multistratégie. Alors ça, c'est un petit peu la nouveauté, c'est un fonds multistratégie qui va être basé sur une thématique crédit au sens large. Donc, c'est-à-dire que dans ce compartiment, on va retrouver, bien sûr, de manière, dans une thématique de gestion tout à fait active, on va trouver à la fois des émetteurs privés, des émetteurs publics, des émetteurs, basés dans le monde entier, avec des classes d'actifs qui vont être tout à fait différentes. Donc c'est vraiment ce que l'on veut proposer, c'est une approche dynamique, opportuniste, à travers ce nouveau support. Parfait, je dirais, pour ceux qui ont pratiqué Storkpool, fonds de fonds, je dirais réservé aux investisseurs professionnels au sens de la MIF, qui l'ont pratiqué, comprennent justement cette notion de multistratégie. Là, on est sur une thématique, disons, plus commune, disons, à ce multistratégie. Mais au-delà de l'objectif de gestion, concrètement, comment est positionnée, en fin de compte, la recherche de la performance et de la volatilité? Alors là, très simplement, ce que l'on va associer finalement dans ce compartiment sont les spécialités qui sont déjà existantes aujourd'hui dans nos fonds de format IF dont tu parlais, avec, vous le voyez, différentes stratégies. La première stratégie développée, ce sont les stratégies de valeur relative, ce qu'on va appeler finalement l'arbitrage long-short. C'est un instrument qui peut être une obligation contre une autre obligation, l'arbitrage long-short au sens un petit peu traditionnel du terme. Également, une deuxième spécialité qui nous caractérise peut-être le mieux, puisque c'est l'arbitrage un peu au sens pur et parfait, ce qu'on va appeler l'arbitrage de base, dans lequel on va être simultanément acheteur d'une obligation versus l'achat du CDS, donc l'instrument de protection contre le défaut de cet émetteur, ce qui nous permet d'avoir une stratégie dont le risque est parfaitement encadré à maturité. Donc c'est vraiment une spécialité qui nous caractérise, je dirais, historiquement à travers le fonds crédit et qu'on va retrouver de manière très active dans ce compartiment. La deuxième spécialité qu'on va développer, c'est l'arbitrage d'obligations convertibles. Là également, il y a un historique de plus de 15 ans dans cet arbitrage dans lequel finalement on va chercher à exploiter les anomalies qu'on va pouvoir rencontrer entre l'obligation convertible et ses différentes composantes. Donc c'est vraiment de l'arbitrage convertible au sens traditionnel du terme. Et puis les deux autres spécialités, donc de manière un petit peu plus minoritaire, on va parler de stratégie de crédit. On va être plutôt sur une logique un petit peu de portage, sur des maturités très courtes, sur un environnement investment grade, sur lequel on va simplement chercher des excès de rendement qui nous paraissent un petit peu anormaux dans des périodes données. Et puis la dernière spécialité, c'est la spécialité globale macro, que l'on met en place, gérée de manière un petit peu épisodique, pour essayer de protéger le portefeuille contre des risques extrêmes, notamment, on l'a vu, le Covid 2019,
Covid-19, hein, qui s'est transformée en crise sanitaire en 2020, et également, je dirais, la crise ukrainienne, nous a montré qu'il pouvait se produire des événements exogènes qu'on ne maîtrisait pas. Et donc, la valeur ajoutée de cette dernière spécialité, c'est de dépenser un petit peu de prime, qui peut coûter un tout petit peu de performance, mais qui par contre va encadrer la volatilité dans des conditions de marché extrêmes. On comprend la dynamique, on comprend, je dirais, les différentes typologies. Tout ça, ça peut donner quoi comme recherche de performance en quantifié? Alors effectivement, si on devait regarder aujourd'hui l'objectif de performance de ce fonds-là, on est sur un objectif qui a été calibré à monétaire plus 2 à 3%. Vous le savez, hein, on s'étalonne toujours par rapport à un taux monétaire parce que par construction, nos produits sont protégés contre les risques de taux. Donc effectivement, on s'étalonne toujours par rapport à monétaire. Donc notre volonté, c'est, quel que soit l'état du monde, essayer de générer cette performance-là. Avec une volatilité qui, là aussi, se veut encadrée, puisque l'objectif a été fixé à une volatilité inférieure à 5%, ce qui devrait nous permettre d'être sur une classification d'indicateurs de risque SRI de l'ordre de 3 sur 7. Parfait. Je crois qu'à ce moment d'étape, là, il faut faire juste un petit rappel donc, sur ce partage de conviction qu'on a longtemps détaillé. Cette recherche de performance que je qualifierais moi de flotteur, c'est-à-dire taux sans risque plus quelque chose, le plus quelque chose, plus ou moins, je dirais, qui embarquera plus ou moins de volatilité. Et puis cette volatilité, disons, contenue tout au long de ces années, historiquement, bien sûr, étayable. Alors, le fonds existe depuis quelques semaines. Oui. Disons, quelles sont les principales stratégies qui ont été mises en place depuis le lancement, en fin de compte, de Credit Opportunities? Alors, on a établi un portefeuille un petit peu type, qui, vous le voyez à l'écran, est réparti de cette manière-là, avec à peu près 40% de nos stratégies qui devraient être sur le crédit corporate, 40% qui devraient être sur le crédit, plutôt l'arbitrage d'obligations convertibles, 10% sur l'arbitrage de taux souverains et 10% sur les stratégies satellites que j'ai nommées ici, global macro, titrisation également un petit peu, et puis bien sûr, pour gérer la liquidité des investisseurs, une partie aussi d'instruments monétaires. On a calibré cette poche-là à peu près 10%, puisque ça reste vraiment des stratégies satellites. Empiriquement, sur les 6 derniers mois, on a vu que ce portefeuille cible n'est pas tout à fait respecté, parce que aujourd'hui, il y a pas mal d'opportunités sur la sphère souveraine, notamment sur les obligations de maturité très longues qui ont beaucoup de valeur. Et donc, on va retrouver aujourd'hui une allocation par stratégie qui est un petit peu différenciante. On a plutôt autour de 20-25% de souverains actuellement, versus un portefeuille qui, vous voyez, qui en temps continu, devrait être plutôt autour de 10%. Donc ça démontre aussi, je dirais, l'approche opportuniste et dynamique que l'on veut mettre à ce compartiment. Donc oui, il y a une allocation cible qui a été définie pour les 3-5 prochaines années, qui est la durée d'investissement recommandée pour nos investisseurs, mais néanmoins, parce qu'on a la capacité d'aller chercher de la valeur là où elle est, au moment où elle est, donc que ce soit sur des émetteurs privés, des émetteurs publics, des émetteurs européens, américains ou asiatiques, il y a cette grande flexibilité qui nous permet, je dirais, d'avoir une rapidité d'intervention qui est très profitable pour nos investisseurs. Alors super, donc effectivement c'est pas gravé dans le marbre, ça on l'a bien compris, par contre il faut bien partir d'un postulat de départ. On voit bien que l'opportunité du fixed income aujourd'hui est une réelle opportunité, qu'elle est utilisée par la gestion de Seagoin Management pour effectivement, disons, embarquer je dirais, des points intéressants à des moments intéressants. Alors, je crois que chez Seagoin, vous portez une attention assez particulière à la diversification. Est-ce que tu peux quantifier un petit peu de façon qualitative et quantitative, disons, ces différents points, c'est-à-dire géographie, rating, devise, oui, voilà, est-ce qu'on peut un peu mixer le tout là? Alors on peut illustrer ça de manière assez rapide, simplement pour montrer qu'effectivement, il y a une attention toute particulière qui est portée à cette diversification. Donc vous l'avez à l'écran. Donc très simplement, pour commencer, une répartition sectorielle. Donc vous le voyez, alors bien évidemment, il y a un biais bancaire qui est important, mais je dirais comme tout intervenant sur la classe obligataire, la dette bancaire est incontournable, donc ce sera forcément une part importante de nos investissements, mais on souhaite quand même avoir une répartition sectorielle qui est quand même très très diversifiée. De la même manière, sur la répartition géographique, notre marché premier, ça reste l'Europe, bien évidemment, mais vous le voyez, il y a quand même une attention très particulière qui est présente sur les marchés notamment américains et asiatiques. Donc, à titre d'information d'ailleurs, on a des opérateurs qui sont basés à New York ou à Singapour et qui vont nous conseiller en investissement sur ces spécialités-là, ce qui permet bien sûr, par commodité horaire, mais aussi par connaissance du marché, de bénéficier aussi de ce savoir-faire-là et de pouvoir intervenir rapidement sur ce segment. Et puis, deux autres petits graphiques pour illustrer un petit peu cet aspect diversification. Alors,
Aussi pour montrer un peu sur quoi on peut investir, vous le voyez, aujourd'hui en termes de rating, on ne s'interdit rien. Hein. Donc vous allez voir bien évidemment un biais très important sur la dette investment grade. Aujourd'hui, on a plus de 75% des émetteurs du portefeuille qui sont investment grade. Mais néanmoins, et notamment parce qu'on intervient sur le marché des obligations convertibles, on sait qu'on va avoir des émetteurs qui sont moins bien notés ou parfois pas notés du tout. Hein. Pour ceux qui connaissent le marché des convertibles, vous savez que c'est une composante assez essentielle. Et puis en termes de maturité, et ça va illustrer un petit peu ce que j'ai indiqué tout à l'heure sur l'optionnalité aujourd'hui des obligations souveraines de maturité très longue, vous le voyez, on a forcément une vocation à rester sur des maturités moyennes entre 2 et 3 ans, mais néanmoins, sur opportunité, comme c'est le cas actuellement, on ne s'interdit pas d'aller sur des maturités très longues. Alors bien évidemment, on va choisir des papiers qui sont le plus liquides possible pour assurer la liquidité hebdomadaire qui est demandée et que l'on souhaite associer à nos investisseurs, mais néanmoins, on ne s'interdit rien en termes de durée d'investissement sur ce portefeuille-là. Parfait. Alors, tu indiquais tout à l'heure que la société de gestion a une antériorité assez importante sur les thématiques et sur des fonds qui ont été gérés en single déjà depuis de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments chiffrés, même s'ils ne sont pas forcément purs, par rapport à l'assemblage que représente aujourd'hui Credit Opportunities, mais ça peut quand même se mettre un peu sur la voie. Vu qu'on a quand même 40 et 40, 10 et 10, ça permet quand même d'avoir un peu d'idée. Alors on le voit, le focus de ce compartiment, il sera sur les activités de convertibles et les activités d'arbitrage crédit. Donc je vous ai présenté ici les performances estimées au 30 septembre de ces différents compartiments, en complément avec l'ABS qui sera une part minoritaire de la classe d'actifs, mais également le souverain, où on le voit avec une performance plutôt exceptionnelle sur cette année et qui vient illustrer aussi ce que j'indiquais sur l'optionnalité qu'on avait aujourd'hui sur cette sphère-là. Moi, alors c'est toujours difficile de tabler sur un track record de ce type-là parce que c'est des fonds qui étaient gérés différemment dans un environnement qui était forcément différent. Néanmoins, moi je vais mettre quand même en avant, je dirais, la véracité et je dirais la solidité de ces performances sur les objectifs, je dirais, d'alignement qu'on souhaite demander à nos investisseurs qui vont être de durée de 3 à 5 ans. Et vous le voyez quand on regarde nos compartiments convertibles, nos compartiments crédit, en se rappelant bien évidemment que les 3 ou 5 dernières années, c'est des périodes où les taux monétaires étaient à 0 au meilleur des cas, voire négatifs. Avoir réalisé des performances de l'ordre de 4 à 5% dans ces marchés-là, ça montre quand même la solidité du modèle. Tout cela avec des volatilités qui quand même restent encadrées par rapport aux événements qu'on a connus. N'oublions pas que sur ces 5 dernières années, on a traversé quand même 2 crises majeures avec la crise inflationniste l'année dernière et la crise Covid en 2020. Alors, cette résilience, bien évidemment, on peut l'illustrer, l'étayer. Elle a toujours été très symétrique. Illustrant bien sûr et étayant le concept. Concrètement, depuis le démarrage, parlons un peu chiffres, disons. Depuis son lancement, la Credit Opportunities, ça représente quoi en termes de performance, en termes de ratio, par rapport à ce qui a été fixé, bien qu'on n'ait pas une antériorité énorme, mais voilà des premières indications. Alors, voilà, vous avez à l'écran l'extrait de reporting donc à fin septembre de ce compartiment, donc avec une performance que je vais qualifier d'encourageante, un petit peu moins d'1% sur les 3 premiers mois de démarrage. Ce que je veux surtout mettre en avant derrière finalement ces performances, c'est toute l'optionnalité qu'il y a. Et on le sait, bien souvent, les investisseurs vont attendre d'avoir un certain track record de l'ordre de 2 ans, 3 ans. Moi, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, le potentiel, il est là. On le voit, si la performance de septembre, elle est en retrait, si le mois d'octobre est légèrement en retrait à aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a énormément d'opportunités actuellement sur les marchés obligataires et sur les classes d'actifs de crédit. Donc, j'ai envie de dire, n'attendez pas qu'on ait 2 ans ou 3 ans de track record parce que le timing d'investissement, il est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que les opportunités d'arbitrage sont présentes. Donc, j'espère vous convaincre de nous accompagner dès aujourd'hui. On notera toute la motivation et la conviction qu'on essaye de vous faire passer, Geoffrey et moi, à des points de calendaire importants. Ça en est peut-être un aujourd'hui, c'est un petit peu le message, au-delà du savoir-faire et l'antériorité qui est assez intéressante. Alors, rappelons quand même peut-être les principales caractéristiques du fonds. Vous retrouverez tout, bien évidemment, sur la documentation et je rappelle le site sigun-management.com. Alors, on a un profil de risque qui place le SRI à 3 et on a un placement recommandé, durée de placement recommandée autour de 3 ans. À ce jour, le fonds est enregistré aussi bien en France, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne et en Suisse. Il s'agit d'un fonds qui capitalise ses résultats, qui ne distribue pas, qui offre une valorisation hebdomadaire et qui a un préavis de 2 jours en cas de rachat. Donc une liquidité
quand même assez sympathique. Il est disponible à partir de 1 000 euros. Il y a plusieurs parts. L'offre est complétée par une part institutionnelle qui est investissable à partir de 500 000 euros, part réservée au mandat de gestion, n'hésitez pas, et une part aussi exprimée en dollars américains à partir de 1 000 $. Les structures de frais sont particulièrement clairement détaillées et transparentes sur les documents de présentation. Oui, on est sur des standards de l'industrie, hein. On reste sur l'environnement de la gestion alternative, avec, vous le voyez, hein, des mesures de frais qui sont de l'ordre autour de 1 à 25%. Et toujours, le modèle de la gestion alternative, c'est une rémunération aussi qui est basée sur la commission de performance. Donc, bien évidemment, il faut avoir cette transparence par rapport à nos investisseurs. Voilà, alors ce qu'on voulait donc aujourd'hui avec Geoffrey vous faire partager, c'est dans un premier temps, bien évidemment, je dirais l'esprit qui anime Seagoin Management, disons, de par le processus d'investissement, de par le partage de convictions avec le conseil en investissement qui est CIC Marché, les recherches, disons, des espérances de performance qui sont calibrées en flotteur. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire sien pour bien comprendre cette notion que, bien évidemment, 8, c'est moins que 10 et c'est plus que 6. Oui, mais ce n'est pas vraiment le propos. C'est le mouvement général des taux d'intérêt, disons, est hedgé, couvert, disons. Donc, ça permet d'avoir l'esprit assez libre par rapport à ça. Il y a un point opportuniste, d'où Credit Opportunities, d'entrée qui paraît aujourd'hui assez clair, disons, toute chose étant égale par ailleurs. Voilà, on vous a fait de la place, vous pouvez venir souscrire. Voilà. Alors, on est à un moment, disons, où on peut peut-être, disons, je dirais, passer à des questions. Je crois qu'il y en a peut-être déjà une. Ah bah oui. Alors, on parle toujours beaucoup de la thématique ESG actuellement. Oui. Eh ben, qu'en est-il dans ce compartiment, Geoffrey? Alors, sur la thématique ESG, 2 points, je dirais, 2 éléments de réponse à cette première question. Le premier, c'est qu'évidemment, Seagoin Management, c'est la société de gestion alternative du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Vous savez que ce groupe je dirais, s'est inscrit dans une catégorisation d'entreprise à mission et a défini des politiques sectorielles. De facto, puisque le groupe a choisi d'appliquer, je dirais, ses investissements et ses politiques pour son compte propre, mais également pour la gestion pour compte de tiers, bien évidemment qu'on s'inscrit pleinement dans ce statut d'entreprise à mission. Et donc, on a mis en place les politiques sectorielles du groupe sur notamment je dirais, les secteurs qui ont le plus d'impact en termes de durabilité. Donc, je pense bien évidemment au charbon, au pétrole et également au secteur du gaz. Donc, ça, c'est la première réponse, hein, déjà, je dirais, c'est l'appartenance au groupe et à ses convictions. Et puis, je dirais, le deuxième élément de réponse, alors, c'est tout frais, parce que notre équipe, notamment l'équipe juridique et l'équipe de développement, travaille particulièrement sur ce point. Voilà, on est sur le point, dans les jours à venir, de déposer un projet de prospectus qui vise à faire agréer ce fonds en article 8 de la réglementation SFDR, avec une thématique environnementale qui sera basée sur l'atténuation du changement climatique. Et on espère avoir, je dirais, pour le début d'année 2024, cet agrément de la part des autorités de marché. Parfait, CQFD. Alors, globalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de questions complémentaires. On a dû être certainement très clair, ce qui nous qualifie assez bien, hein. Voilà, donc ouais, il y en a pas d'autres. Moi, ce que je voudrais juste rappeler, en fait, compte, s'il y en a une, Il y en a une sur le... Comment gérez-vous le contexte actuel de hausse des taux? Je crois que la réponse est un peu dans la question. Alors, la plupart des stratégies qui sont mises en place sont couvertes contre le risque de taux, sauf des stratégies qui, volontairement, vont jouer sur des mouvements de la courbe. Donc, clairement, c'est ce qui va nous caractériser, hein, et on l'a vu notamment sur l'exercice 2022, où la performance de la plupart de nos supports ont été particulièrement salués, parce que même si on est parfois qualifié de gestion un petit peu obligataire alternative, on n'a pas du tout subi, je dirais, la remontée des risques de taux, comme l'ont pu le subir les SICAV obligataires l'année dernière. Donc, je dirais que la meilleure preuve, c'est d'aller regarder le track record de notre fonds Stork ou de nos fonds à tendance obligataire sur l'exercice 2022 pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer sur l'exercice 2023. Mais plus globalement, moi je crois que cette remontée des taux et ce repricing très large des spreads de crédit et des obligations, ça offre énormément d'opportunités actuellement. Alors, je crois que c'était intéressant de poser cette question parce qu'en fin de compte, au-delà du fait que la réponse est bien évidemment dans la question et on a essayé de l'illustrer, c'est un réflexe, disons, sur les marchés, sur la gestion d'actifs. Le mouvement sur les taux d'intérêt, l'antériorité que les gestionnaires d'actifs et les acteurs, disons, de ce monde-là ont, on le voit bien, disons, les taux baissent, ça monte, les taux montent, ça baisse. Voilà. Donc, globalement, sur cette classe d'actifs qu'on essaye de vous faire partager,
les choses sont couvertes, disons, ne sont pas magiques, mais sont couvertes, on décaisse quelque chose pour le couvrir, disons tout simplement. Je tenais juste à rappeler que Geoffrey est directeur général de la structure. Je tenais aussi à rappeler qu'il y est depuis le premier jour, il ne l'est pas depuis hier, disons. Il anime une équipe d'une vingtaine de personnes, disons, aussi bien sur la gestion, sur le risk management, disons, il y a des juristes, il y a un responsable financier et administratif. Voilà, c'est une équipe, disons, qui est plutôt sérieuse. Alors, on nous pose la question s'il y a une part en USD. Oui, elle est à l'écran, c'est la part D1 que vous voyez tout à droite hein, du support qui est à l'écran. Voilà, donc 1 000 $ et multiples. Hein. Donc voilà, on voulait terminer un peu sur cette note-là. On a essayé d'être le plus clair, le plus pédagogique possible. La matière est intéressante. Je rappelle qu'elle s'inscrit en saine diversification de la construction de l'allocation d'actifs auquel aujourd'hui l'exercice est assez redoutable. Je pense que Geoffrey me contredira pas. Je pense que cette classe d'actifs, disons, est une classe d'actifs sur laquelle les surprises, voire mauvaises surprises, disons, peuvent apparaître en ce qu'on appelle mark-to-market, c'est-à-dire en valorisation instantanée. C'est vrai que s'il y a un conflit, un Covid ou je ne sais quoi, disons, il peut y avoir des incidences instantanées sur la valorisation des stratégies. Par contre, la résilience historique, telle qu'elle est étayée par les performances passées, qui ne préjugent bien évidemment pas des performances futures, est là pour apporter tout apaisement sur cette classe d'actifs. Aujourd'hui, l'opportunité de rentrer dans Credit Opportunities, disons, en timing, je crois qu'on a encore une question. Alors, une question sur le référencement du fonds. Alors, l'équipe de support hein, de Seagun travaille au référencement du fonds sur les principales plateformes. On a rencontré notamment les personnes de Cantalis là, il y a quelques semaines qui nous ont référencés. Donc, c'est un travail qui est en cours. Si jamais il y a des besoins de référencement, n'hésitez pas à nous remonter directement l'information parce que voilà, c'est un processus qui est un petit peu ongoing. On est sur un format UCITS qui est un petit peu nouveau pour nous, donc forcément ça passe par ce référencement auprès des assureurs, auprès des plateformes. Donc c'est un travail qui est constant. Donc n'hésitez pas, si vraiment vous avez des besoins, on sera tout à fait à votre disposition. Et je complète ce que tu dis sur le marché des CGP, marché que je connais bien. Valentin Derry est en train d'insuffler, je dirais, le référencement auprès des principaux assureurs avec lesquels nous avons travaillé pendant ces dernières années. Voilà un petit peu tout ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'on a été convaincant. En tout cas, nous, on est vraiment convaincus, vous l'avez peut-être compris, aussi bien par le concept que par le point d'entrée. On assume ce qu'on dit. Voilà, écoutez, ça fait maintenant bientôt 20 ans que ça fonctionne et qu'on tient le même discours dans la société de gestion. Plus de 30 ans sur le conseil en investissement CIC Marché. Voilà, on n'est pas les cigognos de l'année pour faire un rapide trait d'union sur la fin. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec Geoffrey et à vous faire partager tout ça. Alors un petit mot de conclusion pour ma part, et ceux qui me connaissent le savent, je suis à votre disposition pour vous accompagner pour vous apporter encore un peu plus de transparence sur notre process d'investissement, sur les stratégies qui sont déjà en place et sur comment on montera le portefeuille demain. Vous le savez, ça fait partie de notre ADN, être à vos côtés dans les bons et dans les mauvais moments, donc n'hésitez vraiment pas à nous solliciter. On vous remercie. On espère que la tranche estivale continuera encore un petit peu. Et on vous dit à très bientôt pour des nouvelles de la cigogne. Bonne journée. Bonne journée à tous, à bientôt.